Donc, ces rencontres de la protection sociale universelle que nous sommes très heureux d'organiser, l'Agence française de développement et l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Je suis Élise de Biesse, directrice des relations internationales de l'EN3S. Et donc, nous avons organisé ces rencontres de la protection sociale universelle autour du thème comment renforcer la protection sociale et quels seraient les outils pour pérenniser la couverture santé. Donc, nous allons avoir deux webinaires. Celui d'aujourd'hui centré sur la question le renforcement de la protection sociale au-delà de la crise Covid et un deuxième webinaire jeudi 27 sur la pérennisation de la couverture santé. Pourquoi ces rencontres de la protection sociale universelle? Eh bien, parce que la crise sanitaire a mis en lumière l'importance de la protection sociale pour faire face à l'urgence, mais elle a également laissé de nombreuses économies nationales absolument exsangues. Donc, il est temps de s'interroger sur la manière de développer des systèmes de protection sociale qui s'inscrivent dans la durée. C'est ce que nous allons voir donc aujourd'hui, donc de manière générale sur la protection sociale, autour de deux temps. Nous allons d'abord avoir un temps d'introduction avec l'AFD et l'OIT, suivi donc de quelques questions-réponses, et puis un temps de témoignage pays où on aura donc le témoignage du Togo, de Maurice et du Brésil avant la conclusion de l'AFD. Quelques précisions techniques. Donc, c'est un webinaire trilingue, français, anglais, espagnol. Il vous suffit de choisir sur le bouton interprétation la langue qui est la vôtre. Et donc, nos interprètes, que je remercie, feront un travail, j'en suis sûre, exceptionnel pour que vous entendiez absolument tout le webinaire dans la langue que vous aurez choisie et vous pourrez également vous exprimer dans votre langue. Par ailleurs, vous pouvez utiliser le canal de chat pour poser vos questions. Nous sélectionnerons donc quelques questions pour les poser à nos intervenants à donc plusieurs moments, après les deux présentations d'introduction et ensuite après chaque intervention pays, nous aurons 10 minutes de questions-réponses. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour introduire ce premier webinaire. La parole est à vous, Monsieur Karl Bernadac. Vous êtes adjoint au directeur exécutif à la direction innovation, recherche et savoir de l'AFD et il vous appartient d'introduire ce webinaire. Merci Elise. Merci pour cette introduction. Je me réjouis de la tenue de l'organisation entre l'École nationale supérieure de sécurité sociale et l'Agence française de développement de ces webinaires, de ces rencontres sur la protection sociale. Et je vous remercie de l'opportunité d'introduire ce premier webinaire sur le renforcement de la protection sociale au-delà de la crise Covid. Alors, juste quelques éléments de contexte sur la protection sociale et l'impact de la crise, avant d'illustrer par quelques travaux de recherche menés par l'AFD avec des partenaires dans différents pays sur l'impact de la crise Covid et les enjeux de protection sociale. Alors, quelques éléments de contexte. Aujourd'hui, plus de 53% de la population mondiale, c'est-à-dire 4 milliards de personnes, selon une étude de l'OIT de 2021, est exclue de toute forme de protection sociale, avec, vous en doutez, des larges disparités entre les zones géographiques. Plus de 82% en Afrique, 56% en Asie et dans le Pacifique, plus de 35% en Amérique latine. Et évidemment, des inégalités au sein des pays, notamment entre les populations, les travailleurs de l'économie formelle et ceux de l'économie informelle. Or, les politiques de protection sociale contribuent à de multiples objectifs de développement durable, les ODD. Elles sont mentionnées dans les ODD sur l'éradication de la pauvreté, bien entendu, sur l'accès à la santé, mais aussi l'égalité entre les sexes, l'accès à des emplois décents et la réduction des inégalités. Or, la crise de la Covid-19 à travers le monde n'a pas seulement produit des effets sanitaires, mais elle a également eu des conséquences sociales sévères
Et pour la première fois depuis 20 ans, le taux mondial d'extrême pauvreté devrait augmenter en 2020 et selon un rapport récent du PNUD, d'ici 2030, le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté pourrait dépasser 1 milliard. Ce qui rend... Karl, je me permets de vous interrompre une seconde. Nos Oui, interprètes doivent vous traduire, hein, donc si vous pouvez parler un tout petit peu plus doucement, ça leur facilitera le très travail. bien. Pardon. Merci beaucoup. Pardon et merci, gracias, thank you to our interpreters. Et je vais ralentir. Donc. Merci, Elise. Donc, pour illustrer les enjeux, quelques travaux de recherche en cours à l'AFD ou récemment menés par l'AFD. Tout d'abord, un projet mené avec la FERDI, la Fondation pour la recherche économique sur le développement international, sur l'analyse de l'impact de la Covid-19 sur la santé et l'efficience des structures de soins en Afrique pour mieux répondre aux chocs sanitaires actuels et à venir. Alors, une première partie de l'étude a essayé d'élucider les effets directs et indirects de la crise sur la mortalité, avec en préambule une analyse des effets du confinement national et de la transmission des effets récessifs de la contraction de l'activité économique dans les pays développés sur les économies africaines, qui s'est manifestée à travers la diminution du PIB des pays africains et l'accroissement de la pauvreté qui l'accompagne. Le bilan réel de la pandémie sur le continent en termes de mortalité est assez significatif. Une récession de l'ampleur de celle induite par la crise, par la Covid-19, a pu causer en une année une augmentation de la mortalité générale de 0,59 pour 1000 personnes et la mortalité infanto-juvénile de 4,34 pour 1000 naissances. Donc, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais en synthèse et en chiffres plus compréhensibles, plus directement accessibles, sur un an, on peut estimer qu'il peut donc y avoir, en raison de la récession, donc effet indirect, un nombre de décès dans la population africaine de l'ordre de 766 000, dont 187 000 enfants âgés de 0 à 5 ans. Et ce chiffre total de décès est bien supérieur au nombre de cas directement imputables au Covid-19 dans cette population. Donc, ces chiffres démontrent la prédominance des effets indirects du Covid-19 sur les effets directs en termes de mortalité et soulignent aussi le fait que cela risque d'avoir des effets durables dans le temps, étant donné que la reprise économique s'avère plus lente en Afrique que dans le reste du monde. Et cela renforce notre conviction sur le rôle crucial de la capacité des systèmes de protection sociale à répondre de manière adaptative aux crises, non seulement d'apporter une réponse sanitaire, mais aussi une réponse en amortisseur. Alors, on a eu une autre étude, mais que je mentionne simplement pour information, mais qui est moins directement liée à notre sujet aujourd'hui, mais c'est une étude avec le CEVIPOF, le Centre d'études politiques de Sciences Po et du CNRS, sur les perceptions et acceptations sociales des mesures de gestion de la crise. Donc, ça a été mené 2 vagues d'enquête dans 6 pays d'Afrique, Maroc, Égypte, Sénégal, Côte d'Ivoire, Nigeria et Afrique du Sud, et dans 2 départements d'outre-mer français, Mayotte et La Réunion. C'est pour comprendre les ressorts et les déterminants de l'acceptabilité sociale des mesures de réponse à la crise. Je les mentionne et on pourra partager ces études si vous le souhaitez. Et en France, il a notamment alimenté les réflexions et les recommandations du Conseil scientifique pour la réponse, j'allais dire, immédiate à la crise sanitaire. Ensuite, un autre projet que je voulais souligner, c'est le projet avec l'Economic Research Forum sur l'impact socio-économique de la crise Covid à partir de microdonnées d'enquête auprès des ménages et des entreprises, qui a été mené dans 4 pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient, Maroc, Jordanie, Égypte et Tunisie. Et qui montre l'impact de la mise en place de filets de sécurité sociaux, et en particulier sur l'aide non habituelle contre l'insécurité alimentaire. Alors, cela montre, sans surprise, mais c'est important de le souligner, que ceux qui ont reçu une aide gouvernementale non habituelle en Tunisie étaient 15 points de pourcentage moins susceptibles de ne pas être en mesure d'acheter leur quantité habituelle de nourriture, donc de se retrouver en insécurité alimentaire, en raison de la hausse des prix due à la crise économique qui a été induite par la crise sanitaire. En Égypte, alors intéressant de souligner qu'en Égypte, en Jordanie et au Maroc, cette résilience a surtout été due au soutien social inhabituel des institutions non gouvernementales, avec au Maroc et en Jordanie respectivement 22 points de pourcentage et 15 points de pourcentage
pour ces populations d'être moins susceptibles de ne pouvoir acheter leur quantité habituelle de nourriture. Et l'effet induit de ces systèmes de filets de sécurité sociaux a été d'éviter des stratégies d'adaptation défavorables aux ménages et aux communautés, notamment la vente d'actifs pour faire face à l'insécurité alimentaire. Et donc, cela souligne, au-delà de la réponse sanitaire, évidemment, l'importance de mise en place de systèmes de protection sociale plus large. Autres travaux, alors plus sous l'angle innovation que recherche, que je voulais mentionner, c'est l'initiative et le challenge Data for Covid-19 qui a été lancé dans le cadre de Covid-19 Santé en commun. Il y a eu un appel à proposition fin 2020, début 2021, qui a été lancé, et 7 équipes pluridisciplinaires issues de 6 pays, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Zimbabwe, Kenya et Nigeria, ont été retenues. Ces équipes ont été accompagnées par l'AFD, l'Agence française de développement, donc Expertise France et The GovLab. Elles sont pluridisciplinaires car composées de scientifiques de la donnée, data scientists comme on dit, chercheurs en santé, professeurs d'université, directeurs d'institutions. Et ils ont travaillé ensemble sur des méthodes innovantes et collaboratives pour, à partir de l'analyse de données peu exploitées, à déployer des outils et élaborer des recommandations pour les décideurs politiques. Alors, à titre d'exemple, Louis Sagaon-Tessier, chargé de la recherche de l'IRD de Bamako, et son équipe ont travaillé sur l'analyse des données anonymisées du dossier médical de patients. Pardon, je ralentis un peu pour nos traducteurs. Du réseau de cliniques d'Arcade Santé Plus, et ont réussi à mettre en avant les manquements dans le parcours du diagnostic de la Covid-19 chez les personnes atteintes du VIH, et d'y remédier et de proposer des méthodes de diagnostic plus poussées. Autre exemple, Code for Africa, le plus grand réseau d'analystes de données ouvertes et de technologues civiques du continent, a travaillé sur un effort visant à promouvoir l'analyse des données sur le Covid pour aider les décideurs à identifier comment distribuer géographiquement les vaccins dans un pays en fonction de son plan de déploiement et des priorités de vaccination. Et puis, cette initiative a regroupé également un volet pour lutter contre la désinformation. Ça fait aussi lien aux autres travaux que j'ai mentionnés sur l'acceptabilité des mesures et de vérification des faits intitulé PESA Check. Voilà, je ne m'étends pas plus sur cette initiative, je pourrais répondre à quelques questions s'il y en a. Alors, ce qu'on observe à travers cette initiative, c'est l'importance du traitement des données et de l'intelligence artificielle pour éclairer la décision publique. Les compétences et les talents ne manquent pas sur le continent africain. En revanche, il y a un enjeu d'accès aux données, en particulier aux données récentes et de qualité. Et ces quelques exemples soulignent l'importance de travailler sur ces questions. Alors, en synthèse de cette introduction, j'espère ne pas avoir été trop long, outre l'importance des données, du point de vue d'une banque de développement, c'est sur l'objet et les modalités de financement. Alors, l'objet, car ces quelques exemples illustrent non seulement évidemment l'importance des réponses d'urgence et le bon déploiement des vaccins et des réponses à la crise sanitaire en l'occurrence, mais également l'importance du renforcement des capacités des systèmes de réponse adaptative, des systèmes de protection sociale dans leur ensemble, et les modalités. Alors, comme le souligne un rapport de l'OIT d'octobre de 2020, fin 2021, les besoins de financement de la protection sociale dans les pays à faible revenu s'élèvent à 19 milliards de dollars par an. Alors, cela souligne la nécessité de faire levier sur l'investissement privé et les financements internationaux. Je pense que ça sera développé par les intervenants ensuite, les collègues du BIT, mais tout en reconnaissant, de notre point de vue, l'importance de préserver, voire consolider et cibler les ressources publiques. Voilà, je m'arrête là sur cette introduction et les différents enjeux, et je vous remercie. Merci beaucoup, Karl, pour cette introduction qui pose effectivement très bien le cadre de toutes les facettes de cette crise, ses effets indirects, l'importance de données pour objectiver la connaissance qu'on peut en avoir, également dans ces différents aspects. On va passer tout de suite la parole à Valérie Schmitt, qui est directrice adjointe du département de la protection sociale au BIT, ainsi qu'à Aurélie Klein, qui vont nous présenter des éléments de la déclaration commune du SPIAC-BI sur les leçons de la crise et l'extension de la couverture sociale.
Pendant que Valérie et Aurélie présentent cette déclaration du SPIACBI, n'hésitez pas à utiliser le chat, tant pour des questions à Karl Bernadac qu'à nos amis de l'OIT. Et donc, nous sélectionnerons quelques questions après leur intervention. Valérie, Aurélie, c'est à vous. Merci beaucoup, Élise, et bon après-midi à tous et à toutes. En fait, notre présentation est un petit peu plus large parce qu'on voulait répondre un peu à la question du webinaire sur le renforcement de la protection sociale au-delà de la crise de la Covid-19. Donc, bien sûr, on mentionnera le SPIACBI, mais pas seulement. Très bien. Voilà. Ah, c'est peut-être… Oui. Donc, comme vous l'avez dit, Karl, la crise, et Élise, la crise a montré l'importance de la protection sociale. Pendant la crise de la Covid-19, les pays, dans l'ensemble des pays du monde, en fait, on a identifié que plus de 200 pays avaient utilisé des mécanismes de protection sociale pour répondre à la crise, à la fois pour protéger la santé des populations, protéger leurs revenus et les emplois, et bien sûr préserver la stabilité sociale. Donc ces chiffres, ils viennent du moniteur du BIT qui est disponible sur notre site et qui montre à la fois que tous les pays du monde ont adopté des mesures de protection sociale, que au total, on en a recensé plus de 1700 mesures, et qu'une grande majorité étaient des programmes, bien entendu, non contributifs, 75%, et un peu plus de la moitié de ces mesures étaient en fait de nouveaux programmes, et un peu moins de la moitié des programmes existants qui ont été adaptés aux effets de la crise. Ceci reflète en fait que, bien entendu, la protection sociale est clé, et que les pays qui étaient les mieux préparés étaient les pays, bien entendu, qui avaient des systèmes de protection sociale universels et offrant une large palette de protection contre différents risques, et notamment le risque le risque de chômage. Donc la crise a clairement montré qu'il est nécessaire de bâtir des systèmes universels et robustes. Comme l'a rappelé Karl, d'après le rapport mondial sur la protection sociale que nous avons publié en septembre 2021, seulement 46,9% de la population mondiale bénéficie d'au moins une prestation de protection sociale. Ça veut dire que les 53,1% restants sont totalement exclus, n'ont absolument rien. Donc, effectivement, c'est plus de 4 milliards d'êtres humains qui sont sans aucune protection. Dans certains pays où nous travaillons, par exemple, je dirais le Sénégal, cela correspond non pas à 50% de la population, mais plutôt à 90% de la population qui n'ont pas grand-chose. Donc, évidemment, les groupes les plus vulnérables, ceux qui n'ont pas en fait accès à une protection sociale adéquate, sont évidemment les personnes travaillant dans l'économie informelle, le monde rural et leurs familles. Donc la Covid, donc la Covid-19 est venue rappeler en fait que les régimes de protection sociale ne sont pas simplement des régimes ad hoc qui offrent un type de prestation comme un cash transfert ou seulement l'accès aux soins de santé, mais qu'il est très important qu'ils offrent une couverture qu'on appelle complète, c'est-à-dire tout au long du cycle de vie, de la naissance à la mort, donc en passant par les allocations familiales, les congés de maternité, l'assurance chômage, l'accès aux soins de santé, les pensions de vieillesse, etc. Donc vraiment tout au long de la vie. Et cette protection donc, est non seulement universelle et complète tout au long de la vie, mais elle doit aussi offrir des prestations adéquates. Deuxième point très important, il est nécessaire que ces régimes soient robustes, c'est-à-dire qu'ils soient non pas créés de manière ad hoc, mais basés sur des lois, basés sur des mécanismes de financement durable, sur une administration qui fonctionne, une bonne gouvernance, et qu'ils soient, et ça c'est une nouvelle idée qui est surtout apparue grâce à la crise du Covid, qu'ils soient aussi capable de s'adapter à des crises, à des risques covariants, et donc de s'adapter aux défis présents et futurs.
Et la crise de la COVID-19 était bien sûr aussi au cœur des discussions de la conférence internationale du travail qui a eu lieu en juin dernier. Donc, il y avait deux discussions. Une première discussion sur l'avenir de la protection sociale, qui était la deuxième discussion récurrente sur la protection sociale. Donc, en fait, elle était déjà prévue bien avant que le Covid arrive. Et elle a abouti à un plan d'action qui comprend 3 axes principaux. Donc, premier axe, c'était l'engagement des membres de l'OIT de mettre en place en fait, des systèmes de protection sociale universelle basés sur les principes de la recommandation 202, donc ce que vient de décrire Valérie. Un deuxième axe de ce plan d'action, c'était la mobilisation de l'appui de l'OIT, notamment auprès des pays membres pour mettre en place ces systèmes, ce qui se passe déjà, mais aussi de continuer de contribuer au développement des connaissances sur la protection sociale, aussi d'appuyer la mobilisation de ressources pour la protection sociale et aussi assez important, de lancer une campagne de ratification pour la Convention 102. Le dernier axe de ce plan d'action était le rôle leader de l'OIT dans le multilatéralisme autour de la protection sociale. Donc, le rôle qui a été reconfirmé par les membres de l'OIT et qui donne le mandat à l'OIT de promouvoir la cohérence des politiques autour de la protection sociale, mais aussi d'explorer les pistes pour mettre en place un mécanisme de financement global pour la protection sociale. La deuxième discussion portait sur la nécessité d'une reprise après la crise de la COVID-19 centrée sur l'humain. Donc, elle allait bien plus loin que la protection sociale et tenait aussi compte de la nécessité d'avoir une croissance économique partagée, de focuser sur l'emploi, aussi de s'assurer de la protection de tous les travailleurs, que ceci se fasse à travers un dialogue social et bien sûr aussi promouvoir la protection sociale universelle. Donc, on retrouve dans les deux discussions ce besoin de créer des systèmes de protection sociale universelle qui couvrent tous, tout au long de leur vie, qui sont basés sur les droits et qui sont financés de manière pérenne et solidaire, et qui incluent aussi des branches qui jusqu'à maintenant avaient un peu moins d'attention, étaient un peu moins présents, comme par exemple l'assurance chômage. Mais l'OIT n'a cependant pas qu'organisé des conférences sur la COVID-19 et la protection sociale, mais a aussi appuyé directement ses membres. Donc la plupart ou une grande partie était une assistance technique aux pays membres pour mettre en place des mesures temporaires, telles que des transferts monétaires d'urgence, l'augmentation des prestations dans des mécanismes qui existaient déjà avant la crise, ou encore l'expansion de registres uniques aux travailleurs de l'économie informelle. Mais il y a aussi eu des mesures qui sont déjà un peu plus sur la durabilité, comme par exemple en Jordanie, où l'OIT a appuyé le gouvernement pour mettre en place un fonds de contingence pour promouvoir l'emploi et assurer contre le chômage, qui on espère existera bien au-delà de la crise. Ou il y a aussi d'autres exemples où il y a eu un appui technique pour mettre en place une assurance chômage qui, bien sûr, est après aussi un risque qui sera assuré sur le long terme. Un dernier volet de mesures que je voulais aussi mentionner, c'est en fait aussi un engagement pour mobiliser de l'aide internationale en complément des dotations budgétaires nationales. Ici, on a un exemple d'un projet qui a été financé par le gouvernement allemand et qui a permis à l'OIT, en collaboration avec des institutions de protection sociale nationales, de donner des transferts monétaires d'urgence ou donner des subventions de salaire à des travailleurs dans les secteurs du textile en 5 pays. En fait, ces mesures étaient donc plutôt des mesures temporaires, mais l'important, c'est de les pérenniser dans le temps pour en fait arriver vers des systèmes qui sont robustes et qui sont capables aussi de faire face aux prochaines crises. Et donc ça, c'est au cœur du programme phare mondial pour les socles de protection sociale de l'OIT, dont on vient à la fin de l'année dernière de lancer la deuxième phase. Cette deuxième phase appuiera 50 pays prioritaires, dont 26 en Afrique.
Cet appui au niveau des pays sera complété par des approches thématiques qui visent à développer les connaissances dans les domaines qui sont cruciaux pour réaliser une protection sociale universelle. Donc, ceci inclut par exemple un financement pérenne et solidaire, ou assurer une couverture des travailleurs de l'économie informelle et ainsi contribuer à leur formalisation, ou encore assurer une protection sociale qui répond aux besoins des femmes ou des personnes en situation de handicap. Un troisième pilier du programme sont les partenariats, aussi bien au niveau national qu'au niveau global. Ceci inclut les partenariats avec les partenaires sociaux, bien sûr, mais aussi avec les agences onusiennes ou les institutions financières internationales, ou des partenaires au développement, des partenaires économiques comme N3S, qui font un travail très important pour la promotion de la protection sociale. Mais ceci inclut aussi des plateformes de collaboration comme le SPACP ou USP 2030. Donc, plus de détails sur le programme, vous trouvez sur notre site, qui est aussi marqué sur le slide. Merci beaucoup Valérie et Aurélie pour cette présentation très très claire. Alors, on avait une question dans le chat. Est-ce que les institutions de sécurité sociale prennent en compte des crises sanitaires comme la pandémie? Alors, vous nous avez dit très clairement, il est important que ces institutions de sécurité sociale ne prennent pas en charge qu'une prestation, qu'elles assurent une couverture complète de la naissance à la mort, qu'elles bénéficient donc de lois d'administration qui fonctionnent et qu'elles soient capables de s'adapter à des crises. Mais comment en fait passer de l'un à l'autre? Est-ce que très très rapidement, vous pouvez nous indiquer les mécanismes que préconise l'OIT pour être capable de s'adapter tout en étant une administration qui fonctionne au long cours en couvrant tous les risques de la naissance à la mort? Merci beaucoup pour la question. En fait, on n'a pas fini la présentation, c'est pas, j'imagine. Ah, pardon. Non, mais on peut répondre à la question d'abord. Donc, J'en profite, Valérie, pour une petite demande supplémentaire, de parler plus doucement, si c'est possible, pour permettre à nos interprètes de traduire dans de bonnes conditions. Merci beaucoup. Oui. Donc, je réponds d'abord à la question, Élise? Oui. Parfait, très bien. Donc, premièrement, on est dans une situation où les pays n'offrent pas actuellement de protection sociale robuste et complète, les pays où on travaille. Donc, la première priorité pour nous, c'est quand même de bâtir ces régimes, ces systèmes nationaux qui couvrent tout le monde au travers de différents mécanismes, contributifs, non contributifs, et qui offrent cette protection sociale complète. Ce qu'on a vu pendant la crise, c'est que c'est vrai que si des personnes n'ont pas du tout accès à la protection sociale ou ont accès qu'à une protection parcellaire, par exemple accès aux soins de santé mais pas assurance chômage, dans le cadre d'une crise comme la crise du Covid qui était au départ sanitaire et qui s'est transformée en une crise économique, bien entendu ces personnes n'avaient pas de quoi subvenir à leurs besoins. Donc, du coup, c'est vrai que s'il y avait eu des mécanismes soit d'assurance chômage, soit d'emploi public, enfin des différents mécanismes d'appui en cas de crise économique, bon, on n'en aurait pas été là. Donc, la première priorité, c'est de bâtir des systèmes robustes, universels, etc. Maintenant, les régimes de protection sociale, on l'a bien vu dans les pays où il y avait déjà des mécanismes existants, ont été utilisés pendant la crise pour offrir une protection sociale complémentaire nécessaire pour faire face à ces nouveaux... Enfin, c'est des risques existants, mais qui étaient devenus covariants, alors qu'avant, c'était des risques qui touchaient un ou deux individus dans une communauté. Là, ça touchait tout le monde. Donc, c'est devenu vraiment des risques catastrophiques ou covariants. Et donc l'idée, c'est d'utiliser dans la mesure du possible, les régimes existants pour pouvoir aussi répondre à ce type de crise. Même si les prestations qui sont offertes ou données ou transférées aux personnes dans le besoin au moment de la crise ne sont pas financées nécessairement par le régime. Elles peuvent être financées par d'autres budgets de l'État, peuvent être financées aussi par l'aide internationale. Qui se mobilisent au moment de la crise. Mais ce qui est très important, c'est que quand on a des régimes existants,
qui ont déjà des systèmes d'information qui fonctionnent, qui peuvent aisément venir en aide aux populations puisqu'ils sont dans leur registre. C'est beaucoup plus facile de distribuer cette aide plutôt que de créer un mécanisme ad hoc qui va forcément laisser pour compte une partie de la population. Donc voilà, là, je pense que j'ai plus ou moins répondu à la question. Parfaitement répondu. Donc, vous nous aviez demandé de parler du SPIAC-B et on pense que c'est effectivement important de mentionner le SPIAC-B et d'autres initiatives internationales puisque, bien sûr, là, Aurélie et moi-même, nous avons un peu expliqué ce que le BIT avait fait en tant qu'organisation, à la fois au travers de la Conférence internationale du travail et au travers de notre programme de coopération technique, le programme phare. Mais en plus de cela, évidemment, le BIT est associé à d'autres organisations internationales au travers du SPIAC-B notamment, qui signifie Social Protection Interagency Cooperation Board. Et donc ce SPIAC-B inclut le BIT et la Banque mondiale comme co-responsables, si vous voulez, co-chair, et un certain nombre d'agences des Nations Unies, de gouvernements, donc la France en fait partie, d'organisations de la société civile et syndicales. Et donc le SPIAC-B s'est mobilisé au début de la crise de la Covid et puis également en octobre 2021 avec 2 communiqués. Un premier communiqué qui était quel peut être le rôle des acteurs de la protection sociale pour faire face à la crise, et un deuxième communiqué, quelles ont été les leçons apprises de la crise en matière de protection sociale et quel rôle la protection sociale peut jouer dans la phase qu'on appelle recovery, c'est-à-dire en français de reconstruction ou quelque chose comme ça. Et donc les idées principales, c'est premièrement que la protection sociale et les régimes de protection sociale doivent être bien entendu renforcés, la protection sociale doit être universelle dans tous les sens du terme, c'est-à-dire couvrir tout le monde avec une protection au cours de la vie adéquate et durable. Deuxièmement, qu'il est très important de passer de mesures ad hoc qui existent dans plein de pays, ce qu'on appelle les safety nets ou les cash transferts, c'est des mesures ad hoc qui viennent avec des programmes de lutte contre la pauvreté. Donc, de passer de toutes ces mesures ad hoc à des régimes durables qui sont financés de manière durable, qui sont organisés au niveau national sur des institutions solides et qui s'appuient sur les normes internationales de la sécurité sociale qui ont été adoptées par les États membres de l'OIT au cours des années. Et l'une des normes qui est très importante, c'est la recommandation 202, par exemple. Une troisième idée, c'est que au moment où on définit, où on fait la conception des régimes, il est très important, non pas juste de dire qu'on va couvrir tout le monde, mais d'avoir des approches qui vont permettre effectivement de couvrir tout le monde, et notamment les groupes les plus vulnérables, les personnes par exemple avec des handicaps. Si on n'introduit pas des mesures spécifiques qui vont permettre à ces groupes vulnérables d'être effectivement couverts, en fait, on se rend compte qu'ils ne vont pas être couverts. Donc, c'est très important. Et quatrième point qui a été mentionné tout à l'heure par Karl, c'est que les pays n'investissent pas suffisamment de ressources domestiques dans leur système de protection sociale. Dans les pays les plus pauvres, on constate qu'il y a un déficit de financement annuel de 78 milliards de dollars pour atteindre au moins un socle de protection sociale qui devrait être la base. Donc, il est très important qu'il y ait un effort supplémentaire de la part de tous les pays du monde, mais aussi de la communauté internationale, pour que plus de ressources soient allouées à la protection sociale. Bien entendu, ces ressources doivent être des ressources domestiques, mais il est aussi reconnu comme utile d'avoir un appui financier au moins temporaire qui permet en fait aux pays de progressivement bâtir leur capacité pour mobiliser ces ressources. Donc voilà les grandes idées de ce communiqué qui sont très proches en fait des grandes idées qui ont été adoptées par la Conférence internationale du travail. Merci Valérie. Si on peut accélérer pour laisser quelques places aux questions, mais nous te laissons terminer, bien entendu. Oui, c'est juste fini. C'est juste pour vous dire qu'en plus du SPIAC-B, en fin septembre, le secrétaire général des Nations Unies a lancé
ce qu'il appelle un accélérateur mondial sur l'emploi et la protection sociale. Et le BIT est en charge de coordonner la mise en place de cet accélérateur. Donc, on travaille là-dessus en ce moment. Et il va y avoir une grosse conférence fin février pour expliquer beaucoup plus précisément comment cet accélérateur va fonctionner. Mais l'idée, en gros, c'est que dans les pays du monde, les pays qui sont intéressés à participer à cet accélérateur, il y aura 3 piliers. Un premier pilier, c'est de bien sûr, bâtir des systèmes universels de protection sociale, mais lier ces politiques de protection sociale avec les politiques d'emploi, dans la mesure où on se rend bien compte que pour financer la protection sociale, il faut des salaires, il faut des revenus, il faut des ressources. Et donc, il est très important de recréer ce lien qui, parfois, est inexistant dans certains pays où le gros des mécanismes de protection sociale sont des mécanismes plutôt assistentiels. Un deuxième pilier qui est un pilier sur le financement, et là c'est tout ce travail qui a été mentionné par Carl et que j'ai repris déjà sur comment faire en sorte que plus de ressources domestiques et de ressources internationales aillent à la protection sociale, y compris par l'aide au développement, entre autres. Et un troisième pilier qui est sur la coopération multilatérale, faire en sorte que en fait, tous les acteurs de cette coopération multilatérale, qu'ils soient techniques, politiques ou financiers, puissent vraiment travailler ensemble, pas seulement dans les hautes sphères des Nations Unies et autres, mais aussi concrètement sur le terrain, pour qu'il y ait une vraie coordination, une vraie cohérence des politiques. Par exemple, que si la priorité, c'est l'extension à l'économie informelle, et bien c'est à ce moment-là qu'on trouve des financements pour financer cette priorité. Et en plus de ça, il y a ce qu'on appelle une Technical Support Facility, donc je ne sais pas comment on dit en français, une facilité d'appui technique, qui sera coordonnée par le BIT, mais qui inclura par exemple Expertise France ou d'autres pools d'expertise à travers le monde afin d'appuyer la mise en place de cet accélérateur. Voilà. Donc tout ça pour dire que en 2008-2009, au moment de la crise, la précédente grosse crise internationale, les Nations Unies s'étaient organisées pour lancer l'initiative sur les socles de protection sociale qui a permis notamment l'adoption de cette recommandation 202 sur les socles qui est très très importante encore aujourd'hui. Et là, pour cette deuxième crise de la Covid, les Nations Unies se sont organisées pour créer cet accélérateur qui va inclure toutes les agences des Nations Unies, toute la coopération au développement, y compris les banques de développement. On espère bien que l'AFD et le N3S en feront partie. Merci beaucoup. Merci Valérie. Et on espère aussi que ça ouvre des perspectives très intéressantes. On a pas mal de questions, donc il m'incombe un peu de les choisir. Peut-être une pour Carl. Il est souligné à plusieurs reprises que c'est surtout les populations urbaines qui vont bénéficier en Afrique de cette protection sociale et que les populations rurales s'en trouvent souvent exclues. Et on nous demande comment les partenaires financiers peuvent favoriser que donc cette protection sociale arrive jusqu'aux populations rurales. Donc ça, c'est une question. Et puis une autre question peut-être pour Valérie et Aurélie, plus sur comment les États peuvent lutter contre les multinationales sur le terrain de l'assurance maladie qui, visiblement, en Afrique, sont très présentes. Donc, vous prônez un État bien organisé et fort, mais est-ce que les États peuvent faire face à ces multinationales? Est-ce que, Carl, vous voulez répondre à la première question? Oui, merci. Oui, vous m'entendez. Merci, Élise. Effectivement, la question du ciblage des programmes de protection sociale est importante. Et dans le portefeuille de l'AFD, on a mené des expériences avec différents partenaires pour affiner ce ciblage et être certain que l'on couvre les populations les plus vulnérables du secteur informel et ou en milieu rural notamment. Alors, dans certains cas, on peut s'appuyer sur l'utilisation des données existantes de protection sociale en reprenant les listes de personnes inscrites dans les registres des programmes ou des personnes qui sont en liste d'attente de ces programmes ou qui en sont sorties pour voir, pour les réévaluer. Donc ça a été ce qu'on a fait avec les partenaires brésiliens
ce qu'on a appuyé auprès du gouvernement brésilien pour étendre le programme Bolsa Familia à 1,2 million de familles qui étaient sur liste d'attente. Donc ça, c'est un projet au Brésil. Une autre option, parce que souvent on se heurte à un problème de données pour pouvoir constituer des bases de population les plus vulnérables éligibles, c'est de prendre des données collectées par le gouvernement en dehors des registres sociaux. Pour trouver des familles ou des populations éligibles. Et là, je ne vais pas m'étendre puisque je pense que ça va être présenté par la suite. C'est l'exemple du Togo et le ciblage des bénéficiaires grâce à la base de données électorale et la téléphonie mobile. Donc, c'est l'exemple qui va être présenté. Ou s'appuyer aussi sur les bases de données d'autres programmes non gouvernementaux, programmes d'urgence existants, appui par des ONG dans certaines zones. Donc, voilà. Donc, c'est par exemple un projet que l'on a eu qui s'appuyait sur des programmes existants d'inclusion financière et que l'on a eu dans d'autres pays en collaboration notamment avec la Banque mondiale. Et l'importance aussi pour inclure de nouveaux bénéficiaires, notamment au milieu rural, c'est les outils numériques et la téléphonie mobile. Mais là, encore une fois, ça sera illustré dans le cadre du Togo. Voilà une réponse un peu rapide, mais cette question, évidemment, du ciblage et vers les populations les plus vulnérables est très importante. Et merci beaucoup pour cette question. Très bonne question. Valérie, on te passe la parole. Oui, alors les multinationales, j'imagine que c'est les multinationales qui ne sont pas dans le secteur de l'assurance santé. Donc, la question, c'est comment faire en sorte que les multinationales soient des employeurs responsables ou aussi qu'ils appuient le développement, qu'ils appuient le développement de la protection sociale pour les travailleurs de leur chaîne de valeur. Je pense que c'est un peu ça la question. Donc là, c'est une question qui pourrait être aussi posée à l'EN3S, à vrai dire, puisque nous sommes associés avec l'EN3S sur un réseau mondial des entreprises pour les socles de protection sociale. Et l'idée de ce réseau, c'est de faire en sorte que les grandes entreprises multinationales, par exemple les entreprises françaises, genre L'Oréal, Sanofi et compagnie, puissent premièrement bâtir des paquets de protection sociale pour leurs salariés à travers l'ensemble de la planète. Ça, c'est un premier objectif et ça, elles le font déjà très, très bien et elles s'entraident, elles font des guides, etc. Donc, ça, c'est super. Deuxièmement, au-delà de leurs salariés, qu'elles prennent conscience de la situation de protection sociale des travailleurs, de leur réseau de distribution et de leur chaîne de valeur, et qu'elles appuient, pas seulement avec du plaidoyer, mais aussi avec des actions concrètes, la mise en place de systèmes de protection sociale publique nationaux qui vont donc couvrir l'ensemble des travailleurs et leurs familles, y compris les travailleurs de leur chaîne de valeur. Donc, sur ce deuxième volet, qui prend beaucoup plus de temps que le premier, on a progressé au BIT, par exemple, avec un accord avec la Fast Retailing, qui est malheureusement pas en Afrique, mais en Indonésie. C'est la marque Uniqlo, qui est une firme japonaise et qui a accepté d'appuyer un programme du BIT sur l'assurance chômage en Indonésie et qui a contribué à la mise en place du premier régime d'assurance chômage d'Indonésie, donc qui couvre l'ensemble des travailleurs d'Indonésie. Donc ça, c'était quand même un sacré succès. Et pendant la crise de la Covid, il y a eu une prise de conscience d'un certain nombre de marques dans le secteur du textile. Et donc, nous avons travaillé avec ces marques dans le cadre d'un call to action dans le secteur du textile. Et l'idée, c'était d'appuyer le développement ou l'amélioration de systèmes de protection sociale dans 5 pays, y compris un pays en Afrique, l'Éthiopie, mais les autres étaient plutôt en Asie, afin que les travailleuses et travailleurs du textile puissent avoir, pendant la crise, accès à des prestations d'urgence et au-delà de la crise, avoir accès à une meilleure protection sociale. Et donc là, on a eu des avancées concrètes, donc en Éthiopie, au Cambodge, au Laos, en Indonésie et on essaye au Bangladesh. Mais c'est un travail de longue haleine, mais c'est évident que les multinationales ont compris
grâce à cette crise, qu'elles ne peuvent pas laisser rester les bras croisés face à une situation qui est terrible pour ces pays-là. Voilà. Merci Valérie, merci Aurélie, merci Karl donc pour cette première partie qui pose bien le cadre de nos discussions. Nous allons passer maintenant donc au témoignage pays. On a beaucoup parlé données pendant la première partie de notre webinaire. On va continuer à parler données avec l'expérience du Togo dans la mise en place de paiements numériques de transferts sociaux pendant le Covid et les enjeux de pérennisation. Et donc, c'est Kafoui Ekuhoro, qui est directrice générale de l'agence Togo Digital, qui va donc nous présenter cette expérience. C'est à vous, Kafoui. Merci beaucoup, Madame Debiès. Merci de m'avoir conviée à cet événement. Alors, pour la présentation, démarrer la vidéo. Attendez, OK, là. Pour la présentation, je vais projeter mon écran. Tac, tac. Dans un moment. OK. Ça marche. Tout le monde voit mon écran, hein, je crois. C'est parfait, on voit très bien. D'accord, OK. Ben, merci beaucoup. Alors, lors de mon intervention, je vais vous présenter un peu le projet Novici. Novici, au fait, à la base, c'est un programme de revenu universel hein, qui a été lancé au Togo lors de la crise. Et Novici, au fait, on se plaît à le décrire comme étant un modèle et une infrastructure pour les programmes sociaux de transfert monétaire, surtout en cas d'urgence. Alors, pour poser le contexte suivant. Allez, je vais faire ça. D'accord. Alors, pour vous poser le contexte, je vais déjà présenter un tout petit peu le Togo. Alors, le Togo, c'est en fait un pays de près de 56 000 km², basé en Afrique de l'Ouest. Le Togo, c'est environ une population de 8 millions de personnes, à majorité jeunes, et dont 80% justement interviennent dans le secteur de l'informel. Alors, ce qui pose un peu le problème de la protection sociale parce que justement, dans l'économie informelle, il n'y a pas de sécurité sociale, c'est-à-dire la plupart des personnes qui interviennent dans l'informel n'ont pas de sécurité sociale. Ce sont les vendeurs à la sauvette, ils vendent des petits revendeurs et tout. Et donc, au Togo, on a en fait un GDP de près de $680. Et ça pose un peu le contexte parce que justement, si on va à la prochaine slide, lorsque vous prenez la population togolaise, c'est plus de 50% de la population togolaise qui vit avec un revenu journalier de 1 euro. Donc, ça pose un peu de décor. 80% de la population qui travaille dans le secteur informel, 50% qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Alors, lorsque le Togo a enregistré son tout premier cas, je crois, le 6 mars, alors on s'est posé un certain nombre de questions parce que c'était au tout début de la pandémie, personne ne comprenait un peu, ils ne comprenaient pas trop comment est-ce que le virus, la contagion se passait. Et donc, lorsqu'il fallait mettre en place des mesures restrictives, le gouvernement s'est posé plein de questions parce qu'on devait boucler des villes, on devait mettre des couvre-feux, on devait confiner. Alors que nous avons une population à 80% informelle, c'est-à-dire qu'ils vivent au jour le jour, c'est-à-dire chaque jour, ils doivent sortir chercher le gagne-pain. Et nous avons 50% de la population qui vit en deçà du seuil de pauvreté. Donc, c'était presque un dilemme. C'est soit on disait à la population, restez chez vous, sinon vous allez mourir de la COVID. En fait, c'est ça. Sortez ou vous allez, si vous sortez, vous allez mourir de la COVID, ou si vous restez chez vous, vous allez mourir de faim. Alors, il fallait justement mettre en place quelque chose. Il fallait mettre en place un programme pour soutenir cette couche de la population. Et c'est ainsi que le chef de l'État togolais, son Excellence, M. Faure Zinam Gnassingbé, a décidé justement avec un conseil interministériel de lancer le programme Novici. Alors, qu'est-ce que Novici, en gros? Novici, au fait,
de manière, sur un plan technologique, sur un plan technologique, c'est en fait un programme de transfert monétaire 100% digital. Et lorsqu'on dit 100% digital, c'est que il n'y avait pas eu de contact entre le gouvernement, il n'y a pas eu de face à face. Parce que rappelez-vous, on était à la COVID, il y avait des restrictions, des mesures de distanciation sociale, donc on devait trouver un moyen de pouvoir déjà cibler les personnes qui étaient pauvres et de leur envoyer du cash. En fait, même déjà sur ce point d'envoyer du cash, il y avait plusieurs écoles. Il y avait des écoles qui pensaient qu'il fallait plutôt donner de la nourriture, une autre école qui disait qu'il fallait plutôt donner de l'argent. Alors, l'école du cash transfert a gagné parce que justement, on était dans un contexte de distanciation sociale et tout ce qui allait avec. Et donc, on a opté pour une solution digitale, 100% digitale, pour enrôler les populations, pour déterminer les populations qui étaient vulnérables et pour leur faire des transferts monétaires directement sur le mobile money. Alors, comment est-ce que ça marchait ou comment est-ce que ça marche? On avait, Novicia aussi a fait déjà un code. On avait mis en place un code USSD. Et ça, c'est assez intéressant parce que souvent, lorsqu'on parle de programme 100% digital, lorsqu'on parle de digital, les gens ont tendance à penser Internet, alors que ce n'est pas forcément le cas. Surtout qu'on parle des populations vulnérables qui vivent dans des zones rurales. On a essayé de développer une solution qui peut marcher sans Internet, d'où le choix de la technologie USSD. Parce qu'au Togo, c'est près de 85%, ok, je dirais 91% de couverture 2G, c'est-à-dire quel que soit l'endroit où vous êtes sur le territoire togolais, à minima, vous pouvez avoir un signal pour composer, faire un appel ou accéder à un code USSD. Contre seulement 62% de couverture Internet. Donc, on a fait le choix d'utiliser une solution qui ne nécessite pas Internet. Et ça, c'est la première innovation, je dirais, de la technologie de la solution Novici. Alors, c'est-à-dire que le jeune, en fait, la personne vulnérable qui a un téléphone à touche, il composait étoile 855 dièse, qui est la première partie du PowerPoint, et il s'enregistrait. Pour s'enregistrer, c'est très simple. Il y a un petit questionnaire USSD où vous devez donner le numéro, justement. Ici, à la seconde partie, vous donnez le numéro de votre carte d'électeur et la base de données, ça va nous dire où est-ce que vous habitez et si vous étiez éligible. Alors, pour poser un peu le contexte, Novici a eu 2 phases. Lorsqu'on a lancé Novici le 8 avril, c'est-à-dire au début de la pandémie, le premier critère de vulnérabilité, c'était d'être un travailleur du secteur informel et de vivre dans un endroit qui a été mis sous couvre-feu et aussi de disposer d'une carte d'électeur. Il y a eu plein de débats sur le sujet du pourquoi la carte d'électeur. Alors, pourquoi la carte d'électeur? C'est parce que pour ce genre de programme de transfert monétaire, on devait s'assurer d'avoir un identifiant unique. On devait mettre en place un mécanisme pour qu'on ne paye pas le même individu 2 fois. On avait besoin d'une base de données biométrique. Alors, aujourd'hui, au Togo, nous n'avons pas déjà de registre social. Et en ce qui concerne les cartes biométriques, nous avons certes la carte nationale d'identité, mais la carte nationale d'identité, c'est une carte qui est payante et qui n'est détenue que par 30% de la population. Déjà, la carte elle est payante, détenue par 30% de la population. Ce n'est pas avec ça qu'on pouvait atteindre la majorité de la population. Aussi, il y avait aussi un problème de, je dirais, structuration de base de données parce que Novici étant un système 100% digital, vous savez, la plateforme Novici devrait s'intégrer avec d'autres systèmes d'information pour pouvoir avoir les informations nécessaires qui lui permettraient d'évaluer l'éligibilité d'une personne. Et au lancement de la plateforme, les 2 informations pour l'éligibilité d'une personne, c'est sa profession et sa localité. Alors que lorsqu'on prend la base de données de la carte nationale d'identité, c'était un peu compliqué pour la plateforme de lire de manière intelligible, assez carrée, je dirais, les informations sur la localité de la personne qui détient la carte d'identité. Et donc, ça, c'était l'une des premières raisons pour laquelle on n'a pas choisi la carte d'identité. La première étant qu'elle n'était pas la plus répandue. La seconde, c'était la structure de la base de données. La troisième,
Bon, la troisième, parce que c'est une carte payante, elle n'était pas la plus répandue. Alors, on est allé pour la carte d'électeur parce que lorsque vous voyez les statistiques, la carte d'électeur, elle est détenue par près de 93% de la population. Évidemment, c'est une carte gratuite, donc presque tout le monde, en fait, presque toutes les populations rurales, elles ont à minima une carte d'électeur. Et donc, on a choisi la carte d'électeur. Mais en plus, avec la carte d'électeur, on pouvait déterminer la localité de la personne. Pourquoi? Parce que les cartes d'électeurs sont émises par un bureau de vote et les bureaux de vote sont par canton. Donc, lorsqu'on sait le bureau de vote qui a émis la carte d'électeur, on pouvait dire à quelque près la localité dans laquelle la personne qui s'inscrit allait vivre. Aussi, dans la carte d'électeur, on avait au fait la profession qui était déclarée. Certes, c'est une profession qui est auto-déclarée, c'est-à-dire c'est la personne en s'enregistrant qui dit « Ok, je suis revendeuse, je suis couturière et tout ». Mais ce sont en fait, je dirais, les points d'amélioration qu'on apportera à la plateforme Novici et que je vous présenterai au fur et à mesure de la présentation. Donc, nous avons choisi la carte d'électeur. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque l'individu prend son téléphone et compose le étoile 855 dièse, il fournit un certain nombre d'informations, le numéro de sa carte d'identité, de sa carte d'électeur. Un code NSF, c'est un code qui est juste écrit sur la carte d'électeur pour être sûr que la personne qui est en train de remplir a bel et bien la carte dans la main. Et une fois qu'il rentre, il rentre aussi son nom. Et une fois qu'il rentre ces informations, la plateforme Novici lance une requête vers la base de données électorale pour vérifier la localité de la personne, sa profession et son genre, parce que la carte d'électeur et la base de données a toutes ces informations. Et lorsque la personne répond aux critères, c'est-à-dire lorsque la personne est un travailleur du secteur, en fait, est un travailleur du secteur de l'informel qui vit dans une localité qui a été mise sous coup-feu, alors immédiatement, 2 secondes après, hein, c'est vraiment instantané, on lui reversait un montant. Et les femmes, en fait, pour les femmes, c'est près de 10 euros, si je ne me trompe pas, et pour les hommes, c'est soit 8 euros. En tout cas, les femmes, elles gagnaient un peu plus que les hommes parce que dans nos communautés, les femmes sont celles justement qui, on va dire, qui prennent soin du ménage. Donc, en gros, c'est ça la Novici. Là, c'est la première innovation de Novici, qui est le fait que c'est une plateforme 100% digitale. Elle n'a pas besoin d'Internet. Vous vous enregistrez. La détermination de l'éligibilité, elle est instantanée. Et 2 minutes après, si vous êtes éligible, vous recevez votre aide financière. Là, c'est la première innovation. La seconde innovation, c'est par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le ciblage des personnes vulnérables. Rappelez-vous, au moment où, lorsqu'on a lancé Novici, Novici, il faut le préciser, la plateforme et tout a été lancé, développé en 10 jours et 10 nuits de travail acharné. Où la plateforme, donc, on ne sait pas, pour déterminer les personnes éligibles, on est parti sur des données empiriques, comme je viens de vous le dire, la profession et la localité. Mais voilà que nous sommes dans un pays de 80%, genre 80% de la population travaille dans le secteur informel. Alors, c'est poser la question, si jamais la pandémie devait s'étendre dans tout le Togo, l'État ne va quand même pas commencer par donner de l'argent à 80% de la population, mais ça, c'est toute la population. Donc, c'est poser la question de trouver un mécanisme pour mieux évaluer la pauvreté, mais de manière scientifique. Et c'est ainsi que le gouvernement togolais, après quelques recherches et quelques consultations, a approché l'université de Berkeley, qui est reconnue pour faire la carte de pauvreté des pays sur la base d'imagerie satellitaire. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on a commencé par travailler avec l'université de Berkeley pour produire la carte de la pauvreté du Togo, c'est-à-dire pour classer les cantons du Togo du plus pauvre au plus riche. La méthodologie étant, si jamais la pandémie devait s'étendre dans tout le Togo, il faudrait prioriser les zones les plus pauvres ou les plus démunis et prioriser les personnes les plus démunies. Donc, le premier exercice qu'on a eu à faire, c'est de faire la carte de pauvreté du Togo sur la base d'imagerie satellitaire et de donner des enquêtes sur la consommation des ménages qui avaient été réalisées, je crois, en 2018 par l'INSEAD.
Et c'est ainsi que en fait, cet exercice a permis de classer les cantons du Togo du plus pauvre au plus riche. Au Togo, on a environ 397 cantons, donc on a toutes ces classifications. Alors, le second exercice, c'est-à-dire là maintenant qu'on est les cantons du plus pauvre au plus riche, le second exercice, c'était de savoir dans les cantons les plus pauvres, qui sont les personnes les plus pauvres. Alors, pour cet exercice-là, ce qui s'est passé, on devait utiliser plusieurs sources de données. Si, bon, en absence, évidemment, ça c'est en absence de registre social. Si on avait un registre social unique, ça aurait peut-être été plus facile. Mais là, on devait trouver des données qui peuvent indiquer le niveau de consommation des personnes et le niveau de pauvreté des personnes. Alors, on a pensé, vu que Novici, c'est un programme 100% digital anyway, et qu'il faut forcément avoir un téléphone, alors nous avons pensé aux métadonnées téléphoniques. Alors, les métadonnées téléphoniques, pourquoi? Parce que lorsque vous téléphonez, votre consommation de la data ou du téléphone indique un peu votre niveau de vie. Alors là, on est parti du postulat que les personnes les plus vulnérables, ils font moins d'appels. Ils ne font certainement pas d'appels internationaux. 2, ils ne reçoivent pas beaucoup de transferts monétaires, c'est-à-dire ils ont un comportement qui est différent d'une personne assez aisée qui sera tout le temps sur Internet, qui sera tout le temps sur WhatsApp, il aura des entrées de fonds de manière assez régulière et tout. Et donc, en utilisant les métadonnées, toujours avec l'Université de Berkeley, en utilisant les métadonnées et des algorithmes d'intelligence artificielle, on pouvait déterminer les personnes qui gagnaient moins de 1,25 $ par jour, c'est-à-dire soit 1 € par jour, environ les personnes qui gagnent moins de 1072 francs CFA par jour. Parce que, alors là, c'était en fait le critère de pauvreté. Parce que internationalement, lorsque vous gagnez moins de 1,25 $ par jour, c'est que c'est vraiment c'est l'extrême pauvreté. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu justement déterminer, alors sur la base de données scientifiques, là, ce n'est plus de la subjectivité comme la première fois où on a dit, OK, ce sont les travailleurs du secteur informel vivant dans les régions de Koufoun. Non, là, c'est de la base, c'est sur la base de données scientifiques, de chiffres de la donnée, déterminer les individus qui gagnent moins de 1,25 $ par jour et qui vivent dans les cantons les plus pauvres. Alors, ce second modèle-là, on l'a testé ensemble avec une ONG américaine dénommée Give Directly qui a suivi nos travaux et qui a dit, écoutez, ce modèle, c'est intéressant, je vais le tester avec vous. Alors, parce qu'évidemment, on a construit la chose bien, ça pourrait paraître théorique et tout, mais alors Give Directly est venu et il a dit, bon, OK, je vais mettre à disposition 10 millions de dollars à distribuer aux personnes les plus pauvres, aux personnes les plus démunies résidant dans les 200 cantons les plus pauvres du Togo. Alors, nous avons, sur la base de la carte de pauvreté, identifié les 200 cantons les plus pauvres du Togo et sur la base des métadonnées téléphoniques, déterminer ceux qui ont une consommation inférieure à 1,25 $ par jour. Nous leur avons envoyé un SMS. Nous avons fait des campagnes d'enregistrement, d'enrôlement. Et ces personnes ont pu s'enrôler. Et sur ce modèle-là, il y a environ 140 000 bénéficiaires répartis dans les 200 cantons les plus pauvres du Togo qui ont pu bénéficier de ce modèle-là, de ce modèle de ciblage et tout. Et donc, voilà, c'est un peu le tableau récapitulatif. Donc, Novici, c'est en fait 2 phases. Et toutes les 2 sont 100% digitales avec des méthodes de ciblage un peu différentes. La première méthode de ciblage qui était justement de l'intégration de bases de données. En absence de registre social, on a pris la base de données électorale pour les raisons que j'avais présentées un peu plus haut, qui nous donnait des indications sur la profession de la personne et la localité de la personne. Alors, sur ce modèle, sur cette première phase, nous avons le financement, c'est-à-dire le transfert a été financé par l'État togolais et refinancé par l'AFD. Sur cette première phase, l'AFD a refinancé les transferts à hauteur de 3 millions d'euros. Et sur cette première phase-là, nous avons à peu près 820 000 bénéficiaires.
Maintenant, sur la seconde phase qui est utiliser l'intelligence artificielle pour cibler les populations vulnérables, qui a été totalement financée par l'ONG Give Directly. Sur cette deuxième phase-là, nous avons près de 140 000 bénéficiaires et près de 10 millions de dollars déboursés sur cette phase. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Novici, au total, c'est au total 920 000 bénéficiaires, soit un quart de la population adulte, qui ont pu justement, sur la base de ce transfert monétaire 100% digital, qui fonctionne sans Internet, qui ont pu bénéficier du soutien de l'État togolais, de quelques partenaires financiers durant cette période de la COVID. Et donc, alors se pose la question maintenant des prochaines étapes. Voilà quelque chose qui a marché, quelque chose qui a été développé, enfin, quelque chose dont la base a été développée en 10 jours et qui, sur la base de travaux, est en train de prendre de l'ampleur. Se pose la question de comment est-ce qu'on pérennise ce qui a été créé. Alors, le premier axe de pérennisation, c'est de commencer par numériser les programmes de protection sociale et les paiements G2P, Government to People. Et sur ce volet, je vais par exemple vous donner l'exemple du programme FSB, Filets sociaux et services de base, qui est aussi un autre programme de protection sociale. Novici, actuellement, et c'est un programme qui est financé par la Banque mondiale et par l'AFD aussi. Donc, les discussions sont en cours pour utiliser cette plateforme de paiement-là et la méthodologie de ciblage pour justement cibler les ménages les plus vulnérables et au travers de la même plateforme Novici, leur donner, en fait, leur débourser de l'argent et faire le suivi. Pour peut-être continuer, je vais peut-être mentionner un peu les fonctionnalités de la plateforme Novici parce que vous savez, la plateforme Novici, elle vous donne en fait une traçabilité sur les transferts. C'est-à-dire, vous avez en temps réel la vue du nombre de personnes qui s'enregistrent, en temps réel du nombre de personnes qui ont bénéficié des transferts. Vous avez en temps réel même les transferts qui ont échoué et qui n'ont pas échoué. Parce que des fois, c'est la technologie. Hein. Des fois, vous envoyez un transfert, mais problème technique étant problème, il y a peut-être des problèmes au niveau des opérateurs, donc le transfert échoue. Donc, vous avez au fait tout ce log-là qui vous permet de monitorer toutes les activités, de relancer les transferts s'il faut. Et donc, au-delà d'être une plateforme de paiement, ça offre en fait toutes les fonctionnalités pour monitorer et évaluer comment est-ce que le paiement se déroule. Pour la petite exemple avec Give Directly, ils étaient vraiment aux États-Unis. En fait, ils n'étaient même pas sur place, ils étaient aux États-Unis, mais ils avaient la plateforme. Et nous, au ministère, dès qu'on a mis la plateforme à la distribution, on regardait plus trop ce qui se passait. Mais à un moment donné, ils nous ont fait hello. Il y a des cantons parmi les 200 cantons où on ne voit pas d'activité. C'est-à-dire, on a envoyé des messages et tout, mais il y a très peu de personnes qui s'enregistrent. Alors, lorsqu'ils l'ont vu dans leur base, alors ils ont redoublé d'actions de communication sur ces cantons-là. Ils ont envoyé leurs propres éléments sur le terrain, aller voir les chefs cantons, comprendre pourquoi ils ne s'enregistrent pas. Et en quelques semaines, on a vu une augmentation de l'enrôlement du nombre de bénéficiaires sur ces cantons-là. C'est pour dire au fait que c'est un outil, en tout cas la partie monitoring, la partie évaluation du suivi de la mise en œuvre du programme, c'est aussi une partie, quel que soit où la personne se trouve dans le monde, il pourra monitorer combien de personnes s'enregistrent, combien de personnes ont été payées, ceux qui n'arrivent pas à être payés, ceux qui ont des problèmes, donc vous pouvez évaluer. Et donc, c'est dans ce cadre-là ou dans cette logique qu'on veut au fait démocratiser cette méthodologie ou du moins la solution technique dans les programmes de protection sociale, à l'instar du programme FSB. Alors, le programme FSB, Filets sociaux et services de base, c'est un programme qui vise à offrir des transferts monétaires à des populations, mais il y a aussi une phase où il ne s'agit pas que de transferts monétaires, mais c'est aussi d'accompagner les ménages ou les personnes bénéficiaires à avoir une activité génératrice de revenus.
Donc, il y a ce premier axe. Le second axe, c'est de fournir une identification biométrique à tous. Vous vous rappelez, au début, j'ai expliqué qu'on avait eu un problème d'identification biométrique. On ne savait pas quelle carte d'identification utiliser. En absence, on est allé vers la carte électorale parce que c'était la mieux répondue, mais actuellement, avec la Banque mondiale, nous avons un programme EID d'identification pour tous qui vise à octroyer une carte d'identité biométrique à toute personne résidant au Togo. Et donc, ça va résoudre la question des personnes qui n'ont pas de carte biométrique. Mais il y a aussi une problématique qu'on va essayer de résoudre à l'axe 2, qui est l'accès à un téléphone ou à minima à une carte SIM. Parce que, étant un programme 100% digital, plein de personnes diront que si au Togo, vous avez 85% de la population qui a un téléphone mobile, c'est peut-être les 15% qui n'en ont pas, qui sont les plus vulnérables, au fait. Et donc, comment est-ce que vous les touchez? C'est vrai, ce n'est pas un modèle parfait, mais les réflexions sont en cours pour justement mettre en place des mécanismes pour démocratiser l'accès, je vais dire, au téléphone mobile. Et donc, il y a une stratégie Togo Digital qui a été adoptée. Il y a des négociations qui sont en train de se faire avec des partenaires pour au moins mettre un programme qui pourra garantir que chaque ménage, à minima, ait un téléphone portable. Voilà, au moins que chaque ménage ait une identité biométrique, un téléphone portable et une carte SIM. Donc, là c'est le point 2. Et pour le point 3, c'est de pouvoir, en fait, promouvoir une gouvernance basée sur la donnée. Excusez-moi, il y a un Z à la fin de données, c'était une erreur de frappe. C'est en fait de pouvoir démocratiser cette méthodologie d'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sources de données inexploitées, mais beaucoup de sources de données que si on les exploite, si on les organise, on les structure, on les exploite, elles peuvent révéler beaucoup sur la société d'une manière générale. Et ce que j'ai peut-être oublié de dire au point 2, ou qui rejoint peut-être le point 3, c'est qu'en plus de l'identification biométrique, le Togo, dans sa stratégie de transformation digitale, prévoit mettre en place un registre des populations et des ménages, un registre des personnes et des ménages, qui est l'équivalent du registre social. Le registre social, vous savez, c'est en fait le registre des bénéficiaires du programme d'aide. Mais ce que le Togo envisage de mettre en place, c'est plutôt un registre dynamique qui contient les données socio-économiques de la population, de manière que lorsque il y a une crise qui se profile à l'horizon ou de manière à ce que l'on veut mettre en place un programme d'aide, qu'on puisse, sur la base de ce registre et sur la base de l'intelligence artificielle de l'analyse de données, voir les personnes vulnérables. Mais c'est des personnes vulnérables sur la base de données qui pourraient être éligibles aux différents programmes d'aide. Et on appelle ce registre le registre social des personnes des ménages, qui est un tout petit peu différent du registre social. Et ça rejoint le point 3 qui est en fait d'utiliser la donnée, différentes sources de données pour pouvoir évaluer, en fait, différentes sources de données qui peuvent fournir des critères socio-économiques pour évaluer le niveau de vulnérabilité des personnes afin de construire des programmes de protection sociale qui ne se basent plus tant sur des données empiriques, mais sur des données scientifiques, voilà, des données scientifiques prouvées. Et pour résumer, le travail on va conclure, Kafouie, s'il vous plaît. Voilà. Merci. D'accord, merci. Et donc, tout ce qui a été présenté, il y a actuellement des études d'impact qui sont en train d'être menées toujours en partenariat avec l'Université de Berkeley. Il y a déjà une étude qui est déjà publiée, qui est déjà publique, qui montre un peu l'efficience et l'efficacité d'un ciblage sur la base de l'intelligence artificielle dans un contexte où on n'a pas de registre social. Et donc, voilà. En résumé, c'est un peu ce que je pourrais dire sur le programme L'Odyssée du Togo.
Merci. Merci beaucoup, Kafouie. C'était extrêmement intéressant. Beaucoup de questions suscitées par votre présentation, mais je pense que vous avez répondu en fait à la majeure partie d'entre elles au fur et à mesure de votre présentation. Hein. Vous nous avez bien dit, oui, c'est pas parfait, peut-être qu'on n'a pas touché les plus pauvres justement parce qu'ils n'ont pas de téléphone, mais il fallait bien commencer par quelque part. Et puis oui, ce sont des transferts de cash, mais on veut poursuivre avec de l'accompagnement. Vous avez pointé donc la question de l'identification qui est essentielle hein, pour démarrer des programmes de protection sociale. Il faut commencer par connaître sa population. Alors peut-être que la carte d'électeur, ce n'est pas idéal et donc c'est pour ça que vous êtes en train de bâtir un registre d'identification. Et puis cette expérience sur les données. Hein, alors c'est vrai que les données de consommation téléphonique, hein, forcément ça pose question, mais c'était les données dont vous disposiez et donc vous allez progresser sur cette dynamique d'exploitation des données et d'intelligence artificielle pour en exploiter d'autres. Donc, on voit vraiment tout l'intérêt de cette expérience, sa progressivité et son innovation. Et je pense que c'est extrêmement intéressant. Peut-être du coup, si vous voulez, comme Valérie, répondre dans le chat à certaines des questions qui vous sont posées. Merci beaucoup Valérie, Nadine aussi hein, pour les réponses que vous apportez dans le chat. Hein, vous verrez, il y en a pas mal, Kafouie, des questions qui vous sont posées. Mais j'en retiens une. Hein, vous ne nous avez pas dit, sauf erreur, ce que voulait dire novicie. Est-ce que vous pouvez nous le dire? C'est vrai, j'ai oublié, mais novicie, ça veut au fait dire entraide. Ça veut dire entraide dans la langue évé, qui est l'une des langues nationales du Togo. Entraide, solidarité, entraide. Très bien. Ben, c'est exactement le but de votre programme. Alors, avant qu'on passe à la présentation suivante, je vous propose un tout petit interlude ou intermède, c'est qu'on affiche tous, on allume tous nos caméras pour qu'on puisse prendre une photo. On est une assistance très nombreuse aujourd'hui et donc on aimerait bien prendre une photo de vous tous. Donc, si vous pouvez tous ouvrir vos caméras, et donc on va procéder assez rapidement pour prendre une photo de toute l'assistance. Tu nous donnes le top départ, Obaïda, si tu le souhaites. Voilà, je ne sais pas si la photo est prise. Est-ce qu'on peut avoir un petit signal comme quoi elle est prise, auquel cas on pourra éteindre les caméras? Peut-être on attend une petite minute. Alors, je crois qu'il y a quelques caméras qui sont bloquées. Est-ce que… Voilà, il faut que tu… Je pense que, Obaïda, si tu peux allumer les caméras de tout le monde, voilà. C'est bon pour la photo? Juste un petit moment. Voilà, je crois qu'il y a encore des participants qui ne peuvent pas activer eux-mêmes leur caméra. Voilà, je leur demande de… Mais ça va prendre un moment. Tu n'as pas la main pour ouvrir toutes les caméras d'un coup? Apparemment, non. Voilà. Bon, si la manip peut prendre trop de temps, on prendra la photo avec ceux dont la caméra est allumée et pardon aux autres de ne pas réussir à les débloquer. C'est OK, Obaïda? Voilà, oui, peut-être la majorité.
Merci beaucoup, merci pour cette photo, merci à tous de vous être prêtés au jeu. Vous serez contents ensuite de voir les visages de tout le monde. Donc, on revient à cette version plus anonyme et on en est désolé, on aimerait bien vous voir tous tout au long du webinaire. On va donc continuer notre programme. Alors, cette fois, avec l'expérience mauricienne, l'expérience donc de Maurice dans l'adaptation des filets sociaux qui ont existé lors de la crise du Covid et donc leur pérennisation. Et c'est Fazila Jiwa Doriaou, qui est ministre de l'intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, qui va donc nous présenter cette expérience. Alors, Madame la ministre a été donc retenue et très gentiment, elle nous a fait suivre hier sa présentation enregistrée parce qu'elle ne pouvait pas donc être parmi nous aujourd'hui au dernier moment. Et donc, nous écoutons donc sa présentation tout de suite. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Permettez-moi de souligner que c'est un véritable honneur de participer à ce webinaire sur le renforcement de la protection sociale. La pandémie mondiale de la COVID-19 n'a fait qu'exacerber les défis auxquels nous sommes confrontés. Plus que jamais, notre protection sociale est une réponse aux défis d'aujourd'hui et de demain. Il est important de créer des opportunités pour le partage de connaissances entre les pays amis. Je suis convaincue que nous sortirons tous enrichis de notre participation à cet événement virtuel. La pandémie a frappé l'ensemble des pays de plein fouet, obligeant tous les gouvernements et les populations à s'adapter à de nouveaux enjeux économiques, politiques et sociaux. Soyons clairs, ce n'est pas la fin de la crise. La pandémie de COVID-19 a aussi été à l'origine d'évolutions dans les systèmes de sécurité sociale de par le monde. La période récente a été marquée par une volonté politique sans précédent, avec l'adoption d'un éventail de mesures sociales et pratiques innovantes. Ces mesures visent à optimiser la fourniture de prestations de sécurité sociale et à limiter les perturbations dans la fourniture des services. Il est évident plus que jamais que l'accès effectif à une protection sociale adéquate est au cœur du développement durable, de la cohésion sociale et de la résilience sociale et économique. Je dois souligner que dès le début de la crise de la COVID-19, le gouvernement mauricien s'est immédiatement mobilisé afin de répondre à cette problématique nouvelle. Outre la relance économique, Maurice mise beaucoup sur son socle de protection sociale pour mitiger l'impact de la COVID-19 sur nos citoyens, surtout les plus vulnérables. Je détaillerai dans un moment les diverses mesures d'urgence que le gouvernement mauricien a mis en place dès les débuts de la pandémie. Mais j'aimerais d'abord mentionner que l'île Maurice bénéficie du soutien de la France dans ses efforts pour consolider son système de protection sociale sur le long terme. Dans ces temps troublés et complexes, de nouveaux liens sont donc été créés entre mon ministère, le ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et la Solidarité nationale et la France à travers l'AFD et l'Expertise France. La France a déployé un soutien rapide au gouvernement de Maurice dans sa réponse à la crise COVID-19 dans l'esprit d'une coopération longue de 50 ans. Un prêt concessionnel de 300 millions d'euros à 20 ans a été signé au bénéfice de Maurice le 27 juillet 2020. Ce prêt a été accompagné de 4,5 millions d'euros de subventions pour soutenir la résilience sanitaire, sociale, économique et climatique du pays. De ce soutien découle aussi une assistance technique de la part d'Expertise France qui s'inscrit dans le volet de la résilience sociale. Dans ce contexte, je salue cette collaboration entre mon ministère, l'Agence française de développement et Expertise France, et je remercie chaleureusement la France pour son soutien à l'île Maurice dans cette situation difficile. Je suis convaincue que le travail des experts français dans le domaine de la protection sociale permettra à notre pays de renforcer davantage les systèmes existants
et de mieux soutenir nos populations vulnérables dans les années à venir. Les gouvernements mauriciens successifs ont toujours cru dans l'importance d'une protection sociale solide et durable. La protection sociale complète et efficace n'est pas seulement essentielle pour la justice sociale et le travail décent, mais permet aussi de créer un avenir durable et résilient. D'ailleurs, depuis son indépendance en 1968, Maurice s'est attelé à développer un système d'inclusif à la portée de nos citoyens les plus fragiles. Nous avons une philosophie claire, personne ne doit être laissé pour compte. Grâce aux politiques sociales qui servent de fondation à notre État-providence, nos concitoyens bénéficient d'un accompagnement à toutes les grandes étapes de leur vie. Nous fournissons des soins de santé gratuits grâce à notre système de santé publique. Nous proposons également une éducation gratuite du niveau pré-primaire au niveau supérieur. L'éducation est également obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. La gratuité des transports pour les étudiants et les seniors est un autre élément clé de notre État-providence. Bien sûr, un des piliers le plus importants de notre État-providence est notre système de protection sociale qui relève du mandat de mon ministère. Ce ministère est responsable du paiement de la pension de retraite universelle, la pension d'invalidité, les pensions aux veuves et aux félins, ainsi que l'aide sociale. Mon ministère se taille d'ailleurs la part du lion du budget de notre pays, 789,5 millions d'euros, ce qui représente environ 26,95% du budget national. Environ 80% de ce budget est utilisé pour les paiements des pensions et de l'aide sociale que je viens de mentionner. Les différents programmes sociaux qui relèvent de mon ministère illustrent jusqu'où Maurice est prête à aller pour permettre à ses citoyens d'avoir une bonne qualité de vie. Avec l'impact de la pandémie, nous avons appris à quel point la protection sociale est un outil important. Notre filet de protection sociale a permis à Maurice de générer des bénéfices socio-économiques